Ma question s'adresse en premier à M. Artout concernant cette comparaison que vous avez apportée entre les révolutions dans les pays de l'Est et celle qui se déroule en ce moment en Tunisie. Il me semble qu'il y a un facteur discriminant qui permet de différencier les deux types de révolutions, c'est que dans les premières, le facteur religion n'était pas si pesant. Alors qu'en Tunisie, ce facteur sociologique me semble hyper important. Qu'en pensez-vous? Donc vous avez parlé de l'islamisme en Tunisie, des Nazars, et vous avez monsieur parlé du communisme. Et donc ne pensez-vous pas justement qu'on peut parler de doctrine de la vie religieuse, que ce soit une doctrine communiste ou de l'islam, et qu'il y aurait cette analyse qui a déjà été faite, d'un côté la doctrine donc, communiste et gauchisante chez les Russes, et de l'autre côté la doctrine des Nadas et salafistes. Et donc les salafistes seraient le pendant des communistes et les Nadas seraient le pendant des gauchisants qui étaient méprisés par les communistes, comme vous savez, en Russie. Et donc est-ce qu'il y aurait un parallèle entre les deux? Voilà, merci. Excusez-moi, gauchisant, c'est des trotskistes que vous avez en tête? Oui. Est-ce qu'on peut penser que tous les problèmes de la Tunisie viennent tout simplement du Qatar qui met les moyens financiers pour nous emmerder? Ils vont acheter le printemps, ils vont tout acheter. Et après, il y a le fait que l'Assemblée constituante, actuellement, ils sont dans ils ont une situation très confortable, qui arrange aussi bien ces gens-là que Ennahda. Tant qu'ils font la constitution, ils sont en train de percevoir des salaires qu'ils ont vachement augmentés, ils réclament même une retraite au lieu de donner un service à la nation, mais ils sont en train de profiter entièrement de la situation qui est catastrophique déjà, nécessairement. Et plus ça dure, plus ça les intéresse. Il n'y a aucune raison qui se dépêche. Et ça arrange le bouton. Et c'est triste. Donc, on ne peut même pas, malheureusement, faire confiance à ces gens-là. Est-ce que M. Belachour pourra raconter comment s'est pris la décision de refaire une constitution? De faire une nouvelle constitution? Vous voulez dire de l'Assemblée constituante? Oui. Non, et de prendre la solution la plus difficile, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de rédiger une nouvelle constitution. Alors, la question sur la comparaison Pologne-Tunisie et l'affaire religieuse, on a déjà évidemment plusieurs fois posé. Oui, sans doute. Sans doute, sauf que je voudrais rappeler quand même qu'en Pologne, l'Église catholique polonaise s'était beaucoup investi auprès de l'opposition de solidarité dans les années 80, mais que lors de la table ronde, elle avait décidé d'occuper une position intermédiaire d'arbitre, en quelque sorte. Et donc les débats étaient sous son patronage, mais elle ne prenait plus position. Donc ça permet de rappeler certains éléments de contexte. Ce qui s'est passé après 89, c'est que l'Église a décidé de ne pas créer de parti politique, alors qu'elle en avait les moyens. Elle a décidé de se retirer officiellement de la vie politique. Ce qui n'empêchait pas du tout que les évêques, les prêtres dans les églises, notamment les campagnes, disent pour qui il fallait voter aux élections. Et puis progressivement, ils sont allés encore un peu plus loin, ou ils se sont retirés un peu davantage encore, en disant on ne dit plus du tout, et on dit à nos prêtres de ne plus donner de consigne de vote. En revanche, les prêtres avaient le droit de dire qu'il fallait voter pour des gens qui protégeaient la vie. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient favorables à l'avortement en Pologne n'étaient pas de bons catholiques. Et donc c'était une façon d'inciter à ne pas voter pour eux. Mais je rappelle quand même que l'un des gros enjeux politiques et gouvernementaux de l'après-89, l'une des premières décisions de la majorité de l'époque a été de rétablir l'interdiction de l'avortement. Et ça a suscité à ce moment-là des débats importants.
deuxième façon pour répondre, il y a 2 ans, vous savez, le président polonais, Lech Kaczyński, est mort dans un crash d'avion. Je ne reviens pas du tout sur le détail de cet événement, mais la droite radicale polonaise, très nationaliste, qui portait un discours, alors, pas politico-religieux, mais qui néanmoins se référait en permanence à la doctrine de l'Église, a souhaité enterrer Lech Kaczyński dans un caveau auprès des rois polonais, tous catholiques, dans la crypte la plus célèbre de Cracovie et de la Pologne. Et là, ça a réveillé des tensions qui étaient un petit peu, disons, sous cloche en Pologne, des tensions religieuses entre une partie des Polonais qui souhaitaient vraiment que la religion est plus importante dans la politique et une autre partie plus laïque qui demandait de la laïcité. Et au fond, ça a réveillé les laïcs polonais. Et ce conflit est très très présent aujourd'hui encore en Pologne. Donc c'est aussi un pays qui doit gérer la question religieuse et du rapport entre religion et politique. Juste un élément sur communisme et religion, on a fait de multiples comparaisons entre ce qu'était l'adhésion à un mouvement religieux et l'adhésion au communisme, sur le rôle du prophète dans la société communiste, le rôle du prophète dans les sectes, par exemple, et le rôle donc, du parti dans l'univers communiste. Cette comparaison a été maintes fois faite, notamment parce qu'on a toujours considéré que la religion, comme le communisme, étaient des institutions totales, voire entre guillemets totalitaires, dans la mesure où elles prétendaient régir l'ensemble des actes de la vie quotidienne des individus qui y adhéraient. Donc cette comparaison est tout à fait éclairante. Sur la question des gauchisants et la comparaison nada, je n'ai pas complètement saisi votre question, mais oui, en tout cas, le communisme international, pas seulement polonais, avait ses ennemis en son propre sein, et ça a été essentiellement ceux qui se réclamaient de l'extrême gauche. Je pensais ici tout à l'heure au mouvement trotskiste, je ne sais pas du tout dans quelle mesure on peut comparer ça avec nada aujourd'hui. Sur le Qatar, je vais laisser M. Je vais laisser les questions les plus difficiles. Alors, d'abord, si vous permettez, je voudrais revenir à un problème très important qui a été évoqué dans cette salle et dans les 2 conférences que nous avons données, et qui concerne la définition de la révolution. Et comment sait-on qu'il s'agit d'une révolution ou pas? Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Au moment où les gens s'agitent, organisent des grèves, organisent des protestations, etc., on ne sait pas vers quoi on va aller. Donc personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne descend pour faire une révolution. C'est après qu'on s'en aperçoit. C'est au moment où le temps produit ses effets, qu'on est en bout de course, qu'on peut à ce moment-là mieux juger. Mais combien de temps faut-il pour juger? Ça, personne ne peut le dire. La chose sur laquelle je veux insister, et qui va dans le même sens, c'est que les réussites des révolutions dépendent très souvent de faits totalement aléatoires, de contingences. Par exemple, que ce que serait devenue la France si le roi Louis XVI n'avait pas été reconnu à Varennes. Ça aurait pu l'être. S'il a été reconnu, c'était pas une loi de nécessité. Il a été reconnu parce qu'un valet était là, parmi les gardiens de l'auberge qui l'ont arrêté. Il l'a reconnu parce qu'il était à Versailles, tout simplement. Il a traversé à Versailles et il a reconnu le roi. Et ça, c'est un fait contingent. Ça aurait pu être autrement. Or, cet autrement, ceci, est très très important parce que la France aurait peut-être pu être encore aujourd'hui une monarchie si
on n'avait pas coupé la tête du roi Louis XVI. Et donc ce n'est pas autre chose, autre question que je pose. Ben Ali, lorsqu'il a quitté la Tunisie, il n'a pas quitté la Tunisie pour fuir et ne pas revenir. Ça, c'est un fait de certitude. Il a quitté le pays pour 24 heures. Il n'avait même pas une mallette avec lui pour revenir dans les 24 heures. Et c'est une série d'événements totalement contingents, de hasard, de choses qui auraient pu être et ne pas être, qui ont fait qu'il n'a pas pu revenir. Quel aurait été le déroulement des événements s'il était revenu? Mettons des si. Eh bien, il serait peut-être toujours là, on n'en sait rien. Il aurait peut-être exclu d'une manière ou d'une autre, c'est possible. Mais il aurait pu faire comme Bachar el-Assad en Syrie. Il aurait pu rétablir l'ordre, il aurait pu faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il est très très important de souligner une idée sur laquelle je pense que nous sommes tous les deux d'accord, c'est qu'une révolution ne se définit pas à l'avance. Elle ne se définit pas en avance avant qu'elle produise l'ensemble de ses effets. Alors, je reviens maintenant à la question des salafistes et des Nahdawi. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une différence? Peut-être qu'au niveau de l'action, il y a des différences, et surtout entre les djihadistes et les Nahdawi. Mais si vous prenez le président du parti, est-il un salafiste ou appartient-il à la branche dite moderniste des Nahda? Il est les deux. On l'a entendu tenir les deux discours. Moi, personnellement, je l'ai entendu parler de la démocratie, de la non-application de la charia, de la défense des droits de l'homme, de l'universalité et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, on l'entend dans d'autres cercles, dans d'autres lieux, parler un langage tout à fait différent. Revendiquer l'application de la charia comme source du droit. Dire par exemple que l'atteinte au sacré doit être considérée comme un crime, etc., etc. Donc moi je crois qu'il faut se méfier des distinctions. Elles existent, mais il ne faut pas trop les accentuer parce que elles sont tout à fait relatives. Et n'oubliez pas les vidéos qui ont circulé il n'y a pas longtemps, qui ont filmé le chef du parti, le président du parti avec les salafistes. Rappelez-vous ce qu'il leur disait. Il faut avoir de la patience, nous n'avons pas encore entre les mains l'armée, la presse, l'économie, etc. Il faut savoir attendre. Donc c'est que dans son esprit, il avait un projet qui, politiquement, ne pouvait pas être réalisé dans l'immédiat, mais qu'il espérait pouvoir réaliser à plus long terme. Alors, le Qatar, c'est évident. Là, vous avez raison de vous poser la question. Ce qui fait maintenant, c'est évident, ce qui fait la force de Nahda, c'est sa puissance financière. On le voit à la manière avec laquelle elle a construit ses sièges dans les différents coins du pays, dans les différentes villes, surtout le siège central, à Tunis. On le voit à la manière avec laquelle ils ont organisé les élections, leur campagne électorale, et l'argent qu'ils mettent pour organiser les manifestations, et notamment la dernière samedi dernier. C'est évident, d'où cet argent vient-il? Il vient de l'étranger. Directement entre les mains du parti, je n'en suis pas sûr, parce que les comptes du parti en lui-même sont très clairs, et le parti a toujours dit, mes comptes sont là, vous pouvez envoyer la Cour des comptes pour faire les contrôles. Mais nous savons qu'il y a des associations périphériques qui tournent autour, qui reçoivent beaucoup d'argent, et cela est autorisé par la loi sur les associations, malheureusement. Les associations peuvent recevoir de l'argent de l'étranger, pas les partis politiques. Et donc, vous avez raison de soulever la question.
il y a effectivement une puissance financière qui est due à une intervention étrangère. Pas seulement le partage d'ailleurs. Alors, les salaires et les retraites des membres de l'ANC, vous savez, par modestie, moi je n'aime pas beaucoup rentrer dans cette discussion parce que justement les gens font tout le temps la comparaison entre l'instance de la Révolution et l'Assemblée nationale constituante, et tout le monde sait que les membres de l'instance de la Révolution n'ont jamais touché de salaire, ni d'indemnité, ni rien du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez, je pourrais tout à fait sauter sur votre question pour vous applaudir et dire que je ne crois pas que ce soit vraiment l'élément qui ait déterminé les lenteurs de l'Assemblée. Il n'y a pas que ça. Je crois même que c'est un élément secondaire. Ce qui a déterminé les retards dans le travail de l'Assemblée, c'est qu'ils ont mis sur pied une énorme machine bureaucratique, avec les commissions qui travaillent indépendamment les unes des autres, sans philosophie générale, sans direction générale. La deuxième chose qui explique le retard, c'est que l'Assemblée constituante a été élue pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'était pour avoir un Parlement? Mais pas du tout. C'était pour avoir l'Assemblée nationale constituante qui fasse une constitution. C'est pour ça que nous l'avons élu, c'est pour ça que le peuple l'a élu. Et ça, c'est très clair dans la loi électorale qui organise l'élection de l'Assemblée nationale constituante. C'est très clair dans les décrets qui convoquent le corps électoral. L'Assemblée a été élue, je veux dire, l'Assemblée nationale constituante a été élue pour faire une constitution. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre 2011? Le 16 décembre 2011, l'Assemblée nationale constituante a voté cette petite constitution, la loi constitutionnelle du 16 décembre, la loi constitutionnelle numéro 6 du 16 décembre 2011, par laquelle elle s'est transformée en Parlement. Or, ce qu'elle a fait est très grave. C'est très très grave. Pourquoi? Parce qu'un Parlement, un véritable Parlement qui travaille à l'ombre d'une Constitution, d'abord il est contrôlé. C'est fini les parlements qui ne sont pas contrôlés. Le Parlement fait des lois et les lois sont contrôlées par des tribunaux constitutionnels ou des cours constitutionnels. D'accord? Or, la caractéristique de ce Parlement qui est créé, c'est qu'il n'est pas contrôlé. Alors, moi je veux bien accepter la chose en ce qui concerne la Constitution, c'est normal, puisque là il est vraiment un pouvoir constituant originaire, comme on dit. Mais, comment admettre qu'il puisse faire des lois sans contrôle de constitutionnalité? Comment peut-on faire des lois sans constitution? Donc cette transformation de l'Assemblée nationale constituante en législateur, en Parlement, a beaucoup alourdi les tâches de l'Assemblée nationale constituante et lui a fait perdre beaucoup de temps, d'où les retards dans l'élaboration de la Constitution. La Constitution, on aurait pu la faire en quelques mois. D'ailleurs, lorsque les 11 partis politiques membres de l'instance de la Révolution ont signé la déclaration du 11 septembre, la fameuse déclaration sur le processus transitoire, vous savez qu'ils ont limité le mandat de l'Assemblée à 1 an. Les partis qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée constituante. Et ce document a été signé par Rachid Ramouchi, le président de l'ARA, par le président du Takatul Jafar et d'autres partis politiques. Ils l'ont signé, j'ai le document original, et de toute manière il est connu ce document. Ils ont limité le mandat de l'Assemblée à 1 an. Pourquoi? Parce que, pour eux, l'Assemblée devait faire uniquement la Constitution et que 1 an c'est largement suffisant. Très largement suffisant pour faire une Constitution. Donc le fait de créer cette bureaucratie et d'avoir surchargé l'Assemblée de fonctions périphériques qui n'étaient pas la leur explique également cette problème. Donc il ne s'agit pas uniquement du problème des salaires et des retraites. Ça, c'est pas... Bon, en tout cas, c'est très impopulaire. Ce que je peux vous dire, c'est que votre réaction est partagée par tout le monde.
Mais je ne crois pas que ce soit l'élément qui explique vraiment leur cadre de leur santé.